Donc bonjour à ceux qui viennent d'arriver et merci à ceux qui sont restés. On continue sur ce cycle façade. On souhaitait aborder un sujet qui bouge en ce moment, qui a eu le vent en poupe dans les années 70 et puis qui a été beaucoup développé sur les programmes tertiaires et qui aujourd'hui nous semble remis au goût du jour, mais différemment. Donc on a fait appel pour cela à différents acteurs du bâtiment. Et donc on va commencer avec monsieur Fabrice Triès de Vicona. Donc je présente très vite Vicona, vous me dites si... Donc c'est une société qui a 70 ans maintenant. Donc concepteur gamiste, ALU depuis toujours. Voilà. Et vous proposez des solutions assez innovantes, vous vous adaptez au projet. Je donnerai comme exemple le TGI de Renzo Piano, voilà, pour lequel vous avez développé des murs rideaux avec intégration d'ouvrants. Donc je trouvais ça intéressant d'avoir le point de vue du gamiste sur l'évolution du mur rideau, sur ce qu'il a été, sur ce qu'il est aujourd'hui et sur ce qu'il est en train de devenir. Ensuite, on verra ça avec nos autres intervenants. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Hormis commencer à parler de Vicona, on m'a demandé de faire une petite introduction sur la façade double pot. Donc j'ai cette mission un peu particulière, voire peut-être rébarbative. Mais ensuite, je vais essayer de rendre ça un peu plus convivial avec peut-être une autre façon d'aborder la double pot. Pardon. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une façade double pot ? Bon, ça c'est assez simple, hein. C'est évidemment deux façades avec une cavité, sans rentrer trop dans les détails. Aujourd'hui, ça a de gros intérêts depuis toujours, hein, comme vous expliquiez à propos des années 70. Ça a un vrai intérêt en termes de réhabilitation des bâtiments. Et la mission première, évidemment, c'est d'apporter des économies d'énergie et d'améliorer le confort thermique. Pour cela, en fait, on va utiliser une circulation de lame d'air avec soit des fonctionnements que je vais détailler un petit peu après. Et le gros avantage de cette lame d'air, avec une épaisseur variable, ça va être en fait, là, ce que je vous donnais comme exemple, je vous donnais deux valeurs un peu significatives. On estime que l'été, cette double pot, selon sa conception, va permettre de diminuer de 2 degrés, en fait, le confort, ça va réaliser un tampon thermique, donc on va économiser 20 à 30% d'énergie sur la climatisation du bâtiment. Évidemment, l'hiver, cette notion est plus variable puisque on va seulement gagner 10% sur le chauffage. En termes d'explication, donc cette ventilation de cette double pot, on va utiliser soit les principes, je ne vais pas les détailler, juste je vous les cite. On va avoir des systèmes naturels, mécaniques et hybrides, comme son nom l'indique. Eh bien, ça va être un mix entre, selon le moment de la journée ou le moment de la saison, entre du naturel et du mécanique. Ensuite, cette cavité, on va avoir en gros 3 gros raisonnements assez simples. Soit on va faire une séparation par niveau, que ça soit horizontale ou verticale, c'est ce qu'on appelle par étage. Soit on va faire des shaft box, donc on va avoir des grands conduits. Soit on va faire en fait un effet mix. On va faire du multi-étage où on va combiner la jonction par étage et la jonction, c'est le shaft box où on combine. Sur le multi-étage, là on va créer une grande lame d'air, toute hauteur. Évidemment, malheureusement, je vais faire un petit parallèle. Vu que vous n'avez aucune séparation, en termes de protection incendie, c'est un petit peu très défavorable. Vous avez le cas horizontalement, malheureusement, hier soir. Mais dans l'idée, il y a certains pays européens qui apportent des solutions et qui, eux, obligent à faire, par exemple, une gestion par sprinkler. C'est le cas de la Belgique, entre autres, qui applique un petit peu ces raisonnements-là. Évidemment, les gros avantages de cette ventilation naturelle, vous allez utiliser quelque chose qui n'a pas de coût, entre guillemets, puisque c'est un tirage naturel. Vous allez, comme je vous expliquais, améliorer le préchauffage du bâtiment, vous améliorez le confort d'été, parce que dans cette grande lame d'air, dans cette cavité, vous allez pouvoir intégrer différents composants qui vont pouvoir vous protéger du soleil, donc de la protection solaire. Pour aller un petit peu vite, on va pouvoir jouer sur des parois vitrées ou des parois opaques. On peut jouer un petit peu avec l'esthétique. Évidemment, selon les compositions de cette double pot, si on est sur des parties vitrées, on va pouvoir aussi améliorer sensiblement l'isolation acoustique, donc ce qui peut être intéressant en ville, ça vous en doutez.
Et puis, forcément, toujours selon le design, on va pouvoir apporter au cas où améliorer les apports lumineux. Donc, au niveau consommation du bâtiment, réduire la consommation électrique liée à l'éclairage du bâtiment. Donc, tout ça est assez intéressant. Enfin, évidemment, cerise sur le gâteau, pour les architectes, aujourd'hui, les doubles pots sont un très bel outil lorsqu'on fait de la réhabilitation ou de la rénovation pour donner un tout nouveau design aux bâtiments, plus ou moins high-tech. Donc, c'est un petit peu l'idée. Là, c'est un petit peu dense. Je vais essayer de faire court. En fait, cette cavité naturelle, évidemment, on va avoir une pression à l'intérieur qui, selon les saisons, va être plus ou moins élevée, mais on est dans des pressions faibles, aux alentours de 50 pascal. Donc si vous avez une cavité avec des mailles, le problème c'est que vous avez l'effet du vent ou l'effet des régions qui eux forcément vont plutôt tourner autour de 1500 pascal. Donc dans la conception du bâtiment, et c'est très compliqué à concevoir, si vous n'avez pas une double peau fermée, vous risquez d'avoir des très fortes perturbations liées en fait au mouvement d'air extérieur lors du vent et autres, puisque là on va avoir des pressions assez simples, 1200, 1500 pascal. Donc ça peut être très pénalisant dans le fonctionnement de la double peau. Voilà un petit peu l'introduction que je voulais faire. Je laisserai mes confrères développer par derrière. Alors nous, Vicona, en fait, là, ce que je vous disais tout à l'heure, on va prendre un petit peu un contre-pied de tout ça. Évidemment, de la double peau, on en fait depuis longtemps, grâce à nos clients à travers l'Europe, principalement. Mais de plus en plus, en fait, on se rend compte que de par l'urbanisation de nos villes, on a différentes contraintes à gérer au niveau évidemment environnemental, au niveau acoustique, au niveau thermique, et surtout on a besoin de moins en moins d'emprise sur la ville. Donc le problème d'une double, pour nous, ce qui peut être des fois un inconvénient sur les doubles pots, c'est l'emprise extérieure qui peut aller jusqu'à plus d'1 mètre. Ensuite, on va voir qu'il y a différents coûts. Et donc, on est parti sur une expérience qu'on a depuis un certain temps sur 2 grands domaines qui sont les façades respirantes, qui peuvent avoir leurs inconvénients, mais aussi tout ce qui va être façade cadre. Et en fait, on a fait un mix de tout ça, ce qui s'appelle le CCF chez nous. Et c'est un concept, pour faire simple, c'est des éléments modulaires qui vont intégrer une double peau avec une largeur très réduite, ce qui va aussi permettre pour les investisseurs de gagner de façon très sensible des mètres carrés et donc rentabiliser leur bâtiment autrement. Donc le principe, en fait, c'est assez simple. Vous allez créer une cavité beaucoup plus réduite, puisqu'elle va faire maximum 40 cm. Et dans cette cavité, en fait, dès que vous créez un élément clos comme ça, c'est ce que vous rencontrez en façade respirante, vous allez avoir tout de suite des problématiques liées à la rosée, au point de rosée, et à la pression à l'intérieur et la pollution de cette lame d'air. Donc en fait, on a essayé de résoudre tous ces problèmes en partant du principe que cette cavité, on va prendre un autre parti, on ne va pas faire du ventilé, on ne va pas faire du respirant, on va créer quelque chose de totalement étanche, mais totalement étanche, avec un aspect pour les architectes, pour offrir un design, pour assurer cette étanchéité. À l'extérieur, on va créer un VEC pour être totalement étanche. À l'intérieur, pour pallier, on va aussi faire un élément totalement étanche. Maintenant, totalement étanche, ça ne fonctionnerait pas. Donc en fait, on va créer un système qu'on a breveté de circulation extrêmement faible d'un flux d'air sec, propre, qui va nous permettre tout au long des saisons, soit déjà de jouer sur les pressions au sein de la lame d'air, de ne jamais avoir de pollution, donc pas d'entretien, en même temps de jouer sur les températures à l'intérieur de la lame d'air pour ne jamais être en conflit avec le store ou tous les systèmes d'occultation, et en même temps apporter ce que connaît aujourd'hui ce qu'on demande à une double peau, c'est-à-dire des gros apports en termes de confort thermique et d'économie d'énergie, tout en ayant des clairs de vitrage très importants. Donc là-dessus, en fait, c'est ce que vous voyez là, hein, concrètement, la problématique que vous avez toujours sur un système respirant ou une ventilation, c'est la condensation, puisque vous avez une respiration. Donc l'idée de créer quelque chose de totalement étanche, c'est de bannir tout problème de condensation, et en même temps d'augmenter les performances. Donc, en même temps, puisque vous avez quelque chose d'étanche qui va faire dans les 40 cm, un élément simple vitrage à l'extérieur, un élément intérieur double ou triple vitrage, vous allez aussi, de facto, forcément avoir un très bon confort thermique, mais aussi une très bonne isolation acoustique. C'est ce qu'on va voir derrière.
Donc au final, pour résumer, parce qu'il faut laisser la place, et c'est normal, à mes confrères, quelles vont être les grosses différences par rapport à des doubles pots classiques que nous réalisons aussi, ou sur lesquels on participe avec nos clients? Vous allez déjà avoir un confort, vous allez éviter toutes les condensations. En termes d'entretien, quand vous avez une double peau, naturellement, il va falloir nettoyer à minima la peau intérieure, c'est-à-dire les cavités intérieures, nettoyer les vitrages et ainsi de suite. Avec ce système, vous n'avez plus cette contrainte-là. Vous gagnez l'économie du nettoyage au moins de la cavité intérieure, puisque vous n'y intervenez jamais. Et elle n'est jamais sale puisqu'il n'y a pas de pollution. Vous allez considérablement, vous allez voir les dimensions derrière, augmenter les faces vues, les clairs de vitrage de ces modules, et en même temps en réduisant les faces vues, puisque vous êtes sur le principe de façade cadre. Vous n'allez pas avoir de salissure, pas de problème dans votre cavité. Vous allez forcément aussi, ce qui est une autre contrainte actuelle, c'est ce que vous avez évoqué dans la partie précédente, c'est-à-dire comment on peut gagner du temps et assurer une qualité dans la mise en œuvre. Donc vu que c'est des façades cadres, tout est fait en amont dans les ateliers de nos clients. Donc il y a un vrai contrôle, une vraie pérennité dans la réalisation des éléments. On a un vrai gain de temps, on maîtrise tout ça, on maîtrise la mise en œuvre. On va aussi évidemment limiter les défaillances des occultations, puisque si l'occultation est dans la cavité de la double peau, vous allez être soucié soit au vandalisme, soit aux éléments extérieurs. Donc là, c'est pareil, vous n'avez plus ces problèmes. Et éléments complémentaires, puisque c'est les produits qui ont d'abord été utilisés en Suisse, en Allemagne. En fait, Vicona s'est engagé à faire tout le dimensionnement de ce système, c'est-à-dire tous les flux qui vont relier en fait qui apportent jusqu'à ce système de pompe d'amener d'air sec. En fait, on va dimensionner tout ça et on en prend la responsabilité avec la maintenance pour une garantie de 10 ans avec nos clients. Donc c'est un contrat que l'on mène avec les propriétaires du bâtiment ou ceux qui vont exploiter le bâtiment. Au final, pour réduire les performances, donc c'est assez simple, on arrive à un facteur UW de 0,7 avec un UG de 0,5. En termes d'isolation acoustique, vous êtes à 48 dB, y compris en tenant compte du léger bruit de l'impulseur d'air sec à l'intérieur. Forcément, vous l'avez compris, vu qu'on va être de l'ordre maximum de 40 cm, on réduit de près de moitié l'épaisseur de cette double peau. Et enfin, on a une protection totale des stores. Maintenant, vous allez voir les dimensions. Du fait qu'on n'ait plus du tout de problématique d'élévation de température dans le store, plus aucun problème de perturbation liée à des pressions sur le store qui le ferait bouger. En fait, on arrive à des dimensions de store très importantes et surtout des designs de store très variés. On peut faire de la toile, de la lame, mais aussi du store californien. Ça, c'est la garantie 10 ans. Je passe parce que je vais prendre du temps. C'est mieux un visuel. Voilà un petit peu. C'est le premier projet qu'on a réalisé. Ça fait 2400 m². Alors, on tenait beaucoup à réaliser ce projet parce que, pour deux raisons. Déjà, il nous fallait un beau projet pour commencer, mais il fallait surtout qu'on rassure les personnes. Et là, en toute honnêteté, on a pris ce qu'il y a de plus compliqué. C'est-à-dire que l'investisseur, c'est AXA, et les exploitants de ces bureaux, ce sont que des avocats. Donc là, dans le genre, on cumulait tous les problèmes de garantie, et l'architecte a eu un design très ambitieux, parce que si vous regardez bien, en fait, tout le bâtiment a des parties arrondies qui vont avoir des formes de L ou de Z. Ah, là, vous me posez une colle. Je vous le dirai tout à l'heure, je n'ai pas le nom de l'architecte. Donc, pour simplifier, en fait, en quoi se résume le concept, vous allez avoir un système forcément de flux, une sorte de GTB qui gère le bâtiment, et on va amener les éléments en module 4 directement sur chantier pour un gain de temps. Évidemment, on cherchait un peu de technique, donc je vous ai mis une coupe technique. Donc, pour les ouvrants, on a fait, c'est ce que vous voyez là, des parties occultantes. Je ne sais pas si vous voyez les zones grises. En fait, c'est ce qu'on appelle des flaps. C'est juste des éléments occultants qui vont être aussi motorisés, qui vont permettre au cas où d'apporter de l'air ou un autre confort pour le bâtiment. Et donc, ici, vous voyez sur les doubles pots, sur ces éléments qui sont totalement intégrés à la façade, on va avoir la capacité ici, excusez-moi, je ne peux pas pointer. Voilà, je ne sais pas si vous voyez le curseur. Voilà, ici, on a la possibilité d'avoir des ouvrants flap. Et là, pour montrer les designs, et c'est le dernier projet pour pas que je vous prenne plus de temps, c'est aussi une autre façon de convaincre des personnes. Là, vous voyez le design où il y a beaucoup de couleurs. On a des très grandes dimensions.
C'est-à-dire que là, on a chaque module va faire jusqu'à 6 mètres de haut. C'est 2,50 m par 6 mètres de haut. C'est une école élémentaire, c'est une réhabilitation en Suisse. Et là, c'est 2000 m² de façade. Ces 2 projets sont posés depuis 5 ans. On a quand même une certaine antériorité sur ce projet, sur ce produit qu'on a lancé en 2014. Et ce projet-là a été fini en 2015. Donc voilà. J'en ai fini, juste pour vous donner un petit peu les surfaces totales en Europe. On a déjà fait 20 000 m² pratiquement de ce produit sur 8 projets significatifs. Voilà. C'est une autre solution. Merci beaucoup. Messieurs, est-ce que vous avez déjà des questions ou est-ce que je peux demander à la salle? Ou c'est bon? Est-ce que quelqu'un aurait une question ici? Non. Donc vous êtes un fabricant historique de double pot. Aujourd'hui, vous proposez cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez fait le constat que la double pot, finalement, répondait pas à tout ce à quoi elle devait répondre? C'est surtout que des fois, en ville, on a des contraintes avec effet Venturi et autres qui peuvent perturber le fonctionnement de la double pot et autres. Et puis, c'est surtout que quand on veut des très hautes performances thermiques ou acoustiques, on arrivait à certaines contraintes de mise en œuvre qui pouvaient être compliquées à gérer. Et donc, forcément, qui dit très compliqué à gérer, ça a une incidence réelle sur le coût du bâtiment. Et y a un autre intérêt, c'est qu'en termes de réhabilitation, tout le monde veut gagner du temps. Et il y avait cette gestion de pouvoir très vite rapporter cette technologie de la façade 4 qui est reconnue dans le monde de la façade, justement. Et donc, on voulait essayer de mixer tout ça par rapport à des demandes architecturales. Et c'était vraiment une demande de nos clients d'arriver à leur apporter une solution qui existe chez d'autres façadiers, mais industriels, des très grands. Le premier projet qu'on a fait, c'est avec Gartner, qui est un des plus gros façadiers suisses, à qui on a pu apporter en même temps le rassurer sur l'ingénierie du dimensionnement des fluides. Ça ne remplace pas la double pot, puisqu'on fait aussi beaucoup de double pot. C'est vraiment comment on peut apporter une autre solution dans certaines contraintes propres à la ville. Voilà, c'est plutôt propre à la ville et au manque d'espace et besoin de performance. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Monsieur Mariano Efron. Merci beaucoup. Donc, architecte et associé d'Architecture Studio, grande agence parisienne créée en 1973, qui aujourd'hui rassemble 150 collaborateurs autour de 13 associés. Il me semblait que vous étiez des architectes praticiens assez importants sur ce thème-là de la double pot. Il me semble que c'est une mise en œuvre que vous avez pas mal usité. Donc voilà, je trouvais intéressant d'avoir votre point de vue à vous sur la double pot d'avant et celle d'aujourd'hui, ce qu'elle est en train de devenir. Merci. Bien, donc la question posée, c'était quel était l'avenir, qu'est-ce qu'on avait fait en double pot depuis, qu'est-ce qu'il y avait comme évolution depuis les années 70. On essayait de réfléchir qu'est-ce qu'on peut apporter. Et bon, notre histoire, c'est une histoire d'un groupe. Architecture Studio est un groupe, c'est la création collective. On travaille ensemble à partir d'une méthode, surtout pour analyser les contextes, et une méthode très rigoureuse. Et ensemble, on arrive à construire une culture collective. Celle-ci, par exemple, ce sont toutes les cahiers de conception de la chance. Mais si on va aller à qu'est-ce qui est arrivé depuis les années 70, j'ai pris des photos. L'architecture, elle était complètement marquée par la révolution industrielle et par la modernité. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour dépasser les doubles pots qui sont issus de cette conception? Donc, on a eu quelques expériences. Il y a quelques années, on a remporté les simulateurs de la ville durable à Santiago de Chile, où on a pu simuler les comportements humains, les comportements de ville, les comportements de bâtiments. Et aujourd'hui, on est très séduit par tout ce que c'est simulation thermique et simulation à niveau conception. Donc, à partir des simulations, on revient sur les contextes. Et nos bâtiments sont toujours issus des contextes, issus d'un rapport entre les contextes géographiques et les contextes politiques dans les parlements européens, du contexte culturel et le contexte technologique dans l'Institut du monde arabe, ou l'autonomie et les contextes à la Fondation en Assise, ou la production industrielle et la haute
qualité environnementale comme problème du contexte. Mais si le contexte est le centre, pour les contextes, il y a quelque chose que c'est l'essentiel. Et par exemple, quand on travaille sur un bâtiment comme la Maison de la Radio, l'essentiel, c'est la musique. Donc, chacune des décisions esthétiques qui est prise sur les bâtiments est issue de l'esthétique acoustique. Donc, chaque décision de peau est issue du son. On travaille sur les nouvelles technologies en bois, par exemple, avec la construction aujourd'hui le plus haut bâtiment tertiaire en bois en France, mais on revient sur la peau et on nous a demandé de parler de Bordeaux, que ce n'est pas un bâtiment complètement en double peau, mais en grande partie en double peau. Et il y a beaucoup de parties qui sont en double peau. Qui devait l'être à l'origine, non? Qui devait être en double peau à l'origine et Non. qui finalement a fini en simple peau avec... non? Non, ce n'est pas complètement l'histoire. C'est pas complètement l'histoire. Non, il y a eu un parti qui allait être c'est pas un double pot, c'était une façade respirante. Et finalement, elle n'était pas une façade respirante. Mais la double pot restait la double pot partout. Mais sur les problèmes des Bordeaux, il y a un autre problème que c'est la transformation des usages à l'ère de la transition écologique. Non, comment est-ce qu'on travaille dans les tertiaires, par exemple. Et il y a quelque chose qui a transformé nos double pots, et c'est une conception de l'espace intermédiaire, que c'est historique. Et dans beaucoup de bâtiments, on essaye de trouver comment est-ce que ces espaces intermédiaires peuvent fonctionner. Un exemple, que ce n'est pas un double pot, mais c'est très similaire, c'est dans les bâtiments à la porte de Clignancourt, dans cette résidence des étudiants, on a généré un double pot, que c'est un double pot acoustique complètement, où on génère un espace intermédiaire pour orienter de la meilleure manière possible les résidences étudiantes et générer les circulations verticales en regardant les périphériques, ou dans les quais d'Angers, on a généré un espace intermédiaire que c'est un foyer de tournée. Donc, les foyers deviennent salle d'exposition et espace de performance. Mais si on revient à la double pot, nos expériences en double pot, il y a quelques-unes. On est fiers de celle-ci. C'est les collèges Guy Dolmer à Mirecourt, dans les Vosges, une des régions les plus froides françaises. On a travaillé, vous voyez un bleu ciel. Le bleu ciel, c'est la double pot. Donc, c'est un bâtiment conçu comme une ville, comme un village, qui est couvert par un double pot. Cette double pot, c'est un système très simple en double pot. Ce sont des nacos qui s'ouvrent et se ferment. Par sa conception passive, les bâtiments, il va stocker l'énergie en hiver, et en été, on va générer une ventilation à travers ce double pot pour ventiler ce bâtiment. Donc, on vient de recevoir un rapport du ministère de l'Éducation. C'est l'école avec le plus haut taux de présence d'étudiants en France. Et si l'architecture c'est l'usage, on est fiers de continuer à être architecte et pouvoir faire des écoles comme des espaces vivants. Et pour continuer avec de double pot, ça ne marche pas. Donc, il y a quelques années, on a travaillé sur un autre problème contextuel que c'était Novancia. C'était la première, probablement, de nos équations paramétriques. Et c'était, d'une part, une protection solaire. Cette façade filtre 80% des apports solaires sur façade, tout en allant d'un jaune d'un bâtiment, que c'était les bâtiments conçus par Armand Moisson en 1918, vers le musée Bourdelle en briques rouges. Mais les problèmes d'usage, c'est un problème central sur ce problème de double pot. Et on revient sur les cas de Bordeaux que c'était à l'origine. Donc, ce n'était pas tout à fait un double pot partout. C'était une façade respirante qui finalement a évolué beaucoup pour une façade beaucoup plus économique. Et peut-être c'est une provocation de la présenter dans ce salon. Donc, il y a un double pot. En rouge, c'est les clos. À l'extérieur, en bleu, c'est la double façade. C'est une banque
Donc la sécurité devait être résolue dans cette façade bleue. C'est une parcelle unique. Donc on a travaillé sur des inflexions de peau. Pour un bâtiment, on vient de visiter les bâtiments, c'est un bâtiment qui fait 160 mètres de longueur. Donc à l'origine, la Caisse d'épargne voulait un bâtiment avec un plan carré. Et dans ces rectangles, c'est très difficile de générer un plan carré. Donc on a travaillé pour permettre un maximum de perméabilité à travers ces doubles pots, de pouvoir stocker au sein du bâtiment toute l'énergie thermique contenue dans une béton apparente. Et on a généré la plus performante qu'on a pu générer. On a travaillé avec Alto, c'était notre bureau d'études fluides, et VSA, Gontran Dufour, c'était notre bureau d'études façade. Donc, on a essayé de travailler sur la peau la plus transparente possible et le plus performante possible. On travaillait sur un changement de paradigme, et ce paradigme est issu du fait que quand on travaillait dans des bâtiments passifs, on pensait que faire un bâtiment passif, c'était faire un bâtiment 70% opaque et 30% transparente. On s'est fixé comme limite. Et on s'est dit, si économiser, c'est consommer moins. 70% des consommations, plus de 70% de la consommation d'un bâtiment tertiaire est issue des dépenses d'énergie par lumière artificielle. Pourquoi on n'inverse pas ce phénomène? Donc on s'est dit, on va faire à l'inverse, on va éclairer, on va faire les bâtiments 70% transparents et 30% opaques. Donc la simple peau, la partie qui est à simple peau, qui est partout simple peau plus une partie en double peau, est résolue d'une manière très différente. Il y a beaucoup de vent à Bordeaux. Personne ne voulait faire des protections extérieures. Donc, on a utilisé un mécanisme, de quelque manière, une conception passive, comment dépenser le moins d'énergie possible. Aujourd'hui, une façade vitrée peut être très performante. Donc, il n'y a pas d'ouvrante dans les façades transparentes. Et par contre, on a travaillé à partir d'une simulation avec Gontran, avec VSA, pour pouvoir réfléchir comment est-ce qu'une façade aujourd'hui peut renvoyer la totalité des apports calorifiques sur façade vers l'extérieur. Donc, à partir des stores hyper réfléchissantes, on a généré un mécanisme actif, que ce sont des stores qui peuvent renvoyer la totalité des apports solaires vers l'extérieur et préserver la lumière à l'intérieur. Donc, on est arrivé à un bâtiment très performant, une consommation procès, et sans inclure les procès des 30 kWh par mètre carré, un bâtiment à énergie positive, à partir des modulations standards des bureaux. On a fait un jeu paramétrique où on a conçu un bâtiment où c'est un bâtiment qui a une épaisseur entre 24 et 14 mètres d'épaisseur. Donc, les plus opaques quand il est plus étroite, les plus transparentes quand il est les plus large. Et on a généré 7 bâtiments. Et c'est là où la double peau vient. Donc, on arrive à la double peau. Il y a une partie que la banque voulait générer une nouvelle manière de travailler. On est allé jeudi dernier avec l'ESSEC. On est en train de travailler, c'est les prochains projets, avec l'ESSEC pour voir la transformation que l'ère numérique pouvait générer dans ce milieu de travail. Et on a proposé de générer des espaces qu'on appelait eco-pockets, qui sont des espaces de rapport avec la nature. Ces eco-pockets sont des espaces fédérateurs de la population du bâtiment d'étage et des points d'interconnexion. Ce bâtiment, il est connecté par des escaliers extérieurs, tout le bâtiment, et les banquiers circulent par les escaliers extérieurs tout au long de l'année. Quand le chef de projet était en train de faire les opérations de ce bâtiment, il nous appelait par téléphone pour nous dire « Mariano, ça marche ». Ce qu'il voulait dire, c'était l'hiver, il avait enlevé sa veste et il faisait les opérations de réception sans veste sur un escalier extérieur. Ce qu'on avait simulé, c'est que en été comme hiver, en été,
ce bâtiment, ces éco-pockets allaient être 3 degrés plus frais et en hiver sont toujours 3 degrés plus chaudes. Donc, tout au long de l'année, à Bordeaux, on a garanti un comportement et une circulation de ces circulations par ces usagers. Ça nous a fait penser et réfléchir beaucoup, et ça que c'est très sympa de ce bâtiment. Et donc, on a continué à jouer avec ces jeux espace intérieur et extérieur. Et c'est que c'est très sympa de ce bâtiment parce que c'est cette pot simple, cette jeu entre pot simple et double pot simple nous a permis, c'est avoir au cœur de la circulation au centre du bâtiment 70% du temps de travail de l'éclairage naturel. Donc, il y a seulement un 30% du temps qu'au milieu de la circulation, on éclaire. Et ce que veut dire, c'est qu'à l'intérieur du plan, on est en train de prendre des photos, vous voyez, il n'y a aucun éclairage allumé dans aucune de ces photos, jamais. Mais on continue à réfléchir à l'ère de la transition numérique. Donc, depuis quelques années, on travaille sur quelques projets à Buenos Aires, mais celle-ci, on va la finir, j'espère, bientôt. Donc, on a commencé par un apport contextuel de la ville pour discuter avec la ville, le PLU, et voir comment est-ce qu'on pouvait travailler. Donc, il y avait un problème de rapport avec les murs voisins. Donc, on a généré un bâtiment qui cache de quelque manière toute mur mitoyenne. Donc, on a généré un bâtiment. Pour générer ce bâtiment à mur mitoyenne, si vous voyez la ligne rouge, c'est une ligne de balcon qui va générer la double pot extérieure. Et la ligne jaune, c'est les clos. Donc, ce qu'on a proposé à notre client, qui est sympa, il nous a suivis, c'est à l'ère de la transition numérique, on change de manière de travailler. On n'a plus envie de travailler fixe dans un endroit. On peut sortir à travailler à l'extérieur, prendre notre ordinateur, sortir au balcon. C'est un apprentissage de Bordeaux, dans un climat tempéré. On sait travailler 80% de l'année à l'extérieur si on maîtrise les apports. Donc, on a généré cet espace en double pot. On a travaillé aussi avec, comme conseil Gontran et avec Bill Marshall à Buenos Aires comme consultant. Et à partir d'une mapping qu'on a généré avec des logiques paramétriques, on a fait mapping de cette double pot pour voir où est-ce qu'ils sont les plus grands apports et les plus petits apports, pour toujours gagner où il faut gagner et se protéger où il faut se protéger. Donc, il y aura un moment où tout le monde pourra sortir à des différents endroits, où on pourra ventiler, où on pourra stocker ou récupérer de l'énergie. Et donc, on a optimisé au maximum les projets, on a travaillé sur de complexes vitrées différentes. Et à la fin, parce qu'on n'aimait pas trop cette rigueur esthétique qui était obtenue par un calcul pur, on a commencé à travailler sur des logiques aléatoires dans lesquelles on avait travaillé dans les bâtiments Novantia. Et on a combiné en ayant un 0,5% de différence avec la première simulation et la façade à partir de 5 types de sérigraphies différentes. Non? Ça, c'est les premiers prototypes qu'on a construits à l'agence des parois vitrées. Ça, c'est production locale. Et ça, c'est les prototypes qu'on vient de voir dans les derniers voyages à Buenos Aires qui est en train de s'installer. Et ça, c'est l'image du bâtiment qui va fonctionner avec un double pot. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler, on vient de commencer à travailler sur le nouveau campus de Cergy. Donc, et ce sont les chercheurs de l'ESSEC qui se demandent comment est-ce qu'il faut travailler dans le futur. Donc, on a proposé un système très, très similaire pour l'évolution du campus et pour certains bâtiments, qui c'est les connexions avec l'extérieur. Comment est-ce qu'on peut se reconnecter? Donc, on a hérité un bâtiment en béton et ce bâtiment, on va le réadapter et on va mettre les bétons en évidence. Si on ne sait pas qu'est-ce qu'on va retrouver, et on va les revêtir et on va les habiller autrement. Donc, à partir du béton,
on va générer un double pot extérieur, un double pot avec une structure bois. Donc, il y avait notre problème, c'est que pour réduire les aléas, pas seulement du chantier, mais les aléas des conceptions, on s'est dit, on ne peut pas concevoir un projet avec une structure béton existante et être tranquille. Donc, on a généré un double péristyle en bois. Et cette double péristyle va apporter les extensions du bâtiment et la double pot. Et à partir, dans cet interstice, on va construire un jardin vertical. Ce jardin vertical sera accessible pour toute la population. Et il va se comporter de la manière suivante. Dans la première double pot, c'est une protection solaire. Cette protection va nous permettre de capter tout le soleil possible. Il va nous permettre d'optimiser l'éclairage et la lumière naturelle. Il va générer un espace tampon pour l'hiver. Donc, en hiver, ce bâtiment va consommer aussi beaucoup moins que ce qu'il consomme aujourd'hui. Et il va nous permettre d'évacuer l'air chaud à partir d'un système actif comme celui-là que j'ai montré à Bordeaux. Et par ailleurs, on va lisser la température de fonctionnement de l'année par stocker l'énergie sur la dalle béton. Donc, c'est à partir des mécanismes physiques passifs qu'on résolu le fonctionnement du bâtiment. Donc, ce qu'on va faire, c'est permettre la transversalité aux chercheurs, c'est connecter des tâches et tâches. À partir de la génération, comme vous avez vu dans les plans, il y a toujours des espaces qui se baladent par les plans, qui sont connectés par des escaliers. On circule, on monte, on descend, on se rencontre dans les plateaux. Et on a la possibilité de sortir, prendre un café à l'extérieur, discuter, réfléchir, sortir d'un bureau. Et tout ça fait à partir de cette extension en double pot. Comme vous voyez dans l'image, donc, il y a une circulation directe et simple, mais il y a une circulation extérieure qui nous amène à nous amuser dans ce milieu de travail. Et bon, ça, ce sont nos dernières expériences en double pot. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a déjà une question dans la salle? Alors, moi, j'en aurais juste une petite. Je pense que quand on voit tous ces projets, on se rend bien compte qu'il n'est pas que question de performance énergétique, comme vous venez de terminer votre présentation. Il est aussi question d'usage. Est-ce que la double pot, pour revenir sur le sujet, est-ce que la double pot est un moyen de développer ces nouveaux usages? Ou est-ce que vous auriez pu faire autrement, avec la même efficience et cette même possibilité d'étendre l'usage des bâtiments? Je ne sais pas si on avait la possibilité de le faire autrement. De cette manière, on a pu faire et on a su le faire. Donc, c'est super voir qu'on sait simuler un bâtiment et quand on l'utilise de la manière qu'on l'a simulé. La différence de conception entre les années 70 et aujourd'hui, c'est qu'on sait simuler des comportements. Que l'outil informatique nous permet à simuler des situations qu'on ne savait pas faire autrement. Et que des bâtiments intelligents peuvent intégrer cette simulation pour fonctionner encore mieux. Ce qu'on a pris par exemple dans les bâtiments de Bordeaux, c'est qu'un bâtiment passif ne doit pas seulement être simulé, sinon dans l'utilisation de ce bâtiment, on doit pouvoir savoir et prévoir les comportements à futur. Comment on travaille dans la saison intersaison pour pouvoir avancer sur la prochaine. Et ce sont des défis qui sont très intéressants. Et on a la chance de pouvoir essayer. Merci beaucoup. Je pense que vous avez relevé... Oui, pardon. Excusez-moi, il y a un petit détail technique qui est complètement de ma faute. Ah, attendez, j'ai une question en attendant. Bonjour monsieur, je ne sais pas son nom. S'il vous plaît, oui. Je vous parle de votre ouvrage à Bordeaux. Nous sommes intervenus sur un chantier à Bordeaux qui s'appelle la MECA, Oui. qui est aussi au bord de la Gironde, et nous avons été confrontés à la réglementation sismique. De la rénovation Sismique. sismique. Vous l'avez été aussi? Oui, certainement. Ah.
Oui, certainement. Je ne sais pas pourquoi ça a changé, mais à Bordeaux, on construisait avec des joints de dilatation de 2 cm dans le bâtiment qui est à côté du MECA. Hein. On est à côté et les inflexions de la peau sont issues des inflexions qu'on avait détectées dans les projets. Nous, on a fini 3 années avant ou 4 années avant vous, mais ces inflexions existaient. Et à Bordeaux, on a des joints de dilatation de 10 cm en partie haute. Je ne sais pas... Oui, on était confrontés. C'est étrange. Mais... Merci. Donc, nous avons fait appel à M. Steven Ware de Art & Build, une agence installée à Bruxelles, Paris et au Luxembourg, qui existe à peu près depuis 30 ans. Nous avons fait appel à eux parce qu'ils viennent de livrer en 2016 un bâtiment tertiaire Porte d'Ivry, dans un contexte assez difficile, au bord du périph'. Et ils ont mis en œuvre ici une façade double pot en bois. Donc ça nous paraissait assez singulier pour pouvoir en parler ici avec vous tous. Et donc il est accompagné d'Emmanuel Viglino du bureau d'études Arcora, qui a donc travaillé main dans la main sur ce projet. Voilà, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci d'abord pour l'invitation de venir parler de ce projet. Merci à Emmanuel de m'accompagner parce qu'on est toujours aussi bon en conception que les bureaux d'études qui nous accompagnent. Donc on était ravis. C'était un très grand succès ce bâtiment. Mariano a parlé tout à l'heure, j'ai vu un diapo qui parlait un peu de l'esprit de la conception, le bâtiment comme une sorte de déclinaison de l'époque industrielle. Nous, chez Art & Build, on a la conviction qu'on rentre dans un siècle où le bâtiment doit s'inspirer plutôt des systèmes biologiques. On doit porter notre regard sur la nature plutôt que l'industrialisation. Néanmoins, la technicité de nos instruments pour analyser le biodata, donc le mouvement du soleil, etc., fait qu'on est équipé vraiment pour anticiper les performances de nos bâtiments bien au-delà de ce qu'on était capable de faire il y a une dizaine d'années. Donc, je commence, avant d'arriver sur le bâtiment Opalia, d'où vient le ADN de ce bâtiment. On a commencé en 2008 à regarder un sujet à Sophia Antipolis, donc à côté de Nice. Le terrain a été absolument sublime. On était tous dans l'équipe de conception un peu frappés par la fragilité de cet écosystème. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener quelque chose de positif plutôt que de négatif, qui est souvent le sentiment qu'on porte quand on a un terrain aussi vierge que ça. On s'est dit, si on pouvait faire les bâtiments comme les arbres. Donc ce genre de réflexe un peu biomimétique nous a conduit à plein de décisions et plein d'idées de comment concevoir qui ont complètement changé notre paradigme de conception. D'abord, on s'est dit, si on faisait ce bâtiment en bois, ou ces bâtiments, il y avait 20 000 m², 5 plots, tertiaire réversible en logement. Donc la construction bois, on était gavé de nouveaux produits qui arrivaient sur le marché, le CLT notamment en 2008. Donc avec ce problématique de comment faire du bois à la place du béton, venaient aussi des questions d'inertie thermique, comment on climatise, comment on protège le bâtiment par rapport aux intempéries, la question de sismicité qui a été évoquée tout à l'heure, mais aussi les gains, les bénéfices du bois, sa légèreté, la minimalisation des fondations. Et donc, on a créé autour de ce projet-là une sorte de nouvelle façon de construire qui était basée sur cette conception très biomimétique et bioclimatique. Donc, on a regardé évidemment s'il y a de l'eau qui tombe sur le terrain, comment est-ce qu'on va récupérer cette eau, comment est-ce qu'on va réduire l'étanchéité de notre sol, comment est-ce qu'on va faire pousser la biodiversité. L'idée, c'était vraiment de dire, si on plantait des arbres, quels seront les bénéfices, piège à carbone et tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec le bâtiment pour reproduire ces conditions bioclimatiques et biomimétiques, tout en créant des lieux de travail pour des personnes, des lieux de vivre pour des personnes. On était assez satisfait avec le résultat. On a appris deux choses. Premièrement, que le bois était capable de faire quasiment la même chose que le béton, qu'on était sur une nouvelle génération de bâtiments à base de structures bois. Deuxièmement, l'importance de bien protéger le bâtiment par rapport aux intempéries, par rapport à l'apport calorifique.
l'inertie du bois n'est pas du tout la même que le béton. Donc tous les moteurs de calcul qu'on avait, il fallait les revoir. Il fallait concevoir une enveloppe extrêmement intelligente pour pallier à ce problème de manque d'inertie thermique. Donc en effet, on a pu thésauriser avec un contrat cadre pour Airbus toutes les différentes possibilités dans le bois, avec tous les produits, le Carto Ripa, le CLT. On a fait toutes sortes de bâtiments tertiaires, 18 mètres d'épaisseur, plus de 8 mètres de dernier plancher. Donc on avait vraiment un vocabulaire pour les bâtiments en bois, quelles que soient les circonstances, avec aussi la possibilité de rajouter le double pot. On arrive à Paris en 2011. Voilà, vous voyez un tout petit peu le site avec la grande bibliothèque derrière. On est dans un ZAC qui s'appelle Joseph Bédier Est. On est sur le périphérique. On avait entendu qu'il y avait à peu près 290 000 véhicules par jour à l'époque. C'était le chiffre. Ce n'est pas un biodata, mais c'était un chiffre. Et donc, exposition de notre site très très mince, sud-est et sud-ouest. Donc, on va dire que c'était, voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était contraignant en termes de nuisance, si on peut appeler le soleil une nuisance. Néanmoins, avec un bâtiment de très faible inertie, il fallait imaginer une façade qui était à la hauteur, justement pour que le bâtiment soit confortable à l'intérieur. L'autre chose avec, bien sûr, le périphérique, c'est la pollution. Donc, si on se dit, OK, il faut absolument une protection solaire à l'extérieur de l'enveloppe, il va falloir le protéger contre la pollution. Et puis, évidemment, la question acoustique. Donc, je pense que vous savez bien que le périphérique, c'est un catalogue, c'est une encyclopédie de double pot. Ceci est un premier dans la mesure où on a pu le faire sur une structure bois. Emmanuel va développer un peu les problématiques de faire un double pot ventilé sur une structure en bois. Néanmoins, alors le bâtiment, c'est un 12 mètres d'épaisseur, donc très très faible épaisseur. Ça nous a permis de faire le désenfumage par balayage, donc il fallait perforer aussi par endroit notre double pot ventilé pour permettre ce désenfumage par balayage du plateau. Donc en fait, le double pot ventilé est devenu un double pot ventilé partiel, avec des fentes pour permettre des ouvrants de désenfumage, mais qui servent aussi comme ouvrant de confort. Il y a une vraie question. Alors, est-ce qu'on a besoin de ouvrants de confort quand on a un bureau qui donne sur le périphérique? La question a été posée, surtout par le promoteur et par d'autres personnes aussi qui ne voulaient pas. Notre retour sur expérience, c'est que quand on met des gens dans un bâtiment où on n'a pas la possibilité d'ouvrir la fenêtre, il y a un effet psychocognitif qui est très, très négatif. Ne serait-ce que la possibilité d'ouvrir quelque chose dans la façade est extrêmement bien vu par les utilisateurs. Donc, finalement, notre dispositif de désenfumage nous a bien servi et le client, l'occupant aujourd'hui, la ville de Paris, est absolument ravi de pouvoir ouvrir et puis ils y croient absolument dur comme le fer qu'un jour, il n'y aura que des bus électriques et les vélos sur le périphérique. Moi, j'y crois aussi, d'ailleurs. Mais bon, je n'ai pas cru dans le bois il y a 10 ans, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Donc voilà, la façade, aujourd'hui, c'était un peu la livraison, ressemble un peu à ça. On a le double pot ventilé. Derrière le simple pot extérieur, il y a donc un dispositif vénitien, il y a une occultation extérieure. Il y a aussi du bois. C'est du Douglas qui vient du Morvan. Donc c'est un bois français en vêture. Et donc c'est bien le même bois qu'on trouve partout sur ce bâtiment-là. Ce n'était pas notre volonté de mettre le bois en vêture. Je sais qu'on en parle beaucoup, mais c'était principalement la ville de Paris qui voulait absolument mettre surdémonstratif avec cette vêture. Et donc, le bois a trouvé sa place à la fois dans le double pot ventilé, mais aussi sur les autres façades. Donc, vous avez les petits zooms, on va revenir dessus quand Emmanuel parle de la technicité. Mais pour le moment, juste en faisant le tour du bâtiment, du côté court, il y a toute une autre façade. C'est une façade beaucoup plus modeste, beaucoup plus simple. Question économique principalement, mais l'exposition nord sur cour ne justifiait pas non plus le surcoût du double pot ventilé, ni sa technicité. Mais on était sur un mob classique avec la vêture en Douglas. On a rajouté quelques balcons pour la convivialité et aussi pour interrompre un peu l'image de la façade extrêmement tertiaire et lisse. On découvre également avec cette structure en bois, désolé, je quitte un peu le sujet cher, mais voilà, c'est l'avant-dernier slide.
On a découvert aussi un sacré cadeau de la nature, ce qui est l'effet biophilique. Donc biophilique, c'est ce qu'on retient un peu dans notre cerveau comme une espèce de rattachement avec la nature. Quand on est entouré, quand on est accompagné par un élément qui nous rappelle de la nature, une plante, le bois ou une vue sur la nature, il y a quand même une vraie amélioration du bien-être ressenti. Ça se mesure par la pression systolique qui descend de 10%, le rythme cardiaque qui descend de 10%, la production de cortisol, une espèce d'hormone naturelle qui réduit le stress, qui provoque le stress, qui est réduit de 10%. Il y a un vrai effet de bien-être. Donc on était absolument convaincus qu'il fallait garder un maximum de voies visibles. Et donc, pour la façade du côté du périphérique, donc le double pot ventilé, à l'intérieur, on a pu garder le CLT visible, hein, donc pour contribuer aussi à cet effet de bien-être pour l'occupant du plateau. Alors là, je vais passer la parole maintenant à Emmanuel, parce que je peux pas, il y a des histoires d'ATEX, il y a énormément de choses qui ont permis justement d'aboutir avec ce défi. Merci Steven. Oui, il y a plusieurs stratégies possibles. Je dirais qu'il y a autant de stratégies de mise en œuvre de double pot que de projets. C'est vrai qu'on avait tout à l'heure un exemple de closed cavity qui a été développé par Vicona. Là, la stratégie est donc d'étancher au maximum la paroi pour aboutir à des performances équivalentes à des performances de quadruple vitrage, puisque j'ai vu tout à l'heure un triple vitrage côté intérieur et une glace extérieure. Là, on a pris un parti différent en tenant compte je dirais des contraintes du site et puis de tous les paramètres de conception. Alors évidemment, une des fonctions importantes de la peau extérieure, c'est cet écran phonique dans une situation extrêmement particulière d'isolement nécessaire par rapport au boulevard périphérique. Et il faut avouer que de ce point de vue-là, l'essai est parfaitement transformé, puisqu'on a vraiment un sentiment, quand on est à l'intérieur des plateaux, un sentiment d'isolement par rapport à l'extérieur qui est total. Et globalement, on a donc utilisé la capacité de la peau extérieure pour réaliser cet écran phonique. Autre fonction qui est assurée par la peau extérieure, c'est une fonction de protection. D'une part, des occultations solaires. Donc on est avec des occultations solaires qui sont de type brise-soleil orientable, qui sont des BSO. Mais aussi protection induite sur les lames bois, qui sont de ce fait beaucoup moins exposées aux intempéries et dont la durée de vie et la durabilité devraient être maximisées par ce fait. Alors, on est dans une stratégie en contre-pied de la closed cavity façade de tout à l'heure, qui est une stratégie, au contraire, de double pot très largement ventilé. On a aménagé des interstices sur tout le pourtour de chaque quadrangle, chaque rectangle vitré, chaque écaille que vous voyez, qui permet donc de surventiler la cavité et de faire en sorte qu'on ait à la fois quand même un effet tampon par le fait qu'il y ait une paroi extérieure qui a une résistance thermique, mais quand même des températures à l'intérieur de la cavité de double pot qui sont pas trop importantes. On protège de ce fait les BSO, et corollaire de cette stratégie, on a décidé de mettre en œuvre la façade en plusieurs phases. C'est-à-dire que tout à l'heure, la closed cavity était mise en œuvre en une seule phase. C'est un bloc cadre qui arrive et qui est levé et qui est mis en œuvre en une fois. Dans le cas de cette façade, on est mis en œuvre en 3 étapes. On a une première étape de mise en œuvre qui consiste à lever en fait toute la paroi étanche et isolante que je vais détailler juste après. Qui est une sorte finalement de façade ossature bois mais en CLT, je vais développer. Et puis ensuite, on a une deuxième sous-étape qui consiste à mettre en œuvre les parements, donc les parements bois qui arrivent sous forme de parements avec une préfabrication d'atelier qui permet de les plaquer et de les mettre en œuvre de façon assez rapide. Et puis dernière étape, troisième étape, la mise en œuvre de l'écaille extérieure qui vient elle aussi comme une sorte de vêture, puisqu'elle est sur un système de boutonnière, et donc elle est attachée sur boutonnière après un levage à la grue. Donc plusieurs séquences et une décomposition
pour arriver finalement à une technique qui porte le même nom, qui s'appelle double pot, mais qui est mise en œuvre de façon bien différente. Alors, une particularité de cette double pot, si on reprend des vues intérieures, c'est que le CLT est vraiment visible. Et ça, c'est une particularité complète parce que on a pris le parti de partir sur une solution hybride et qui s'apparente à une façade ossature bois, sauf que la face intérieure de cette façade ossature bois est révélée. D'habitude, vous avez toujours un contre-latage et un parement intérieur et un doublage avec les plaques de plâtre qui permettent d'apposer une finition. Mais dans cette situation, finalement, on ne voit pas. On ne se rend pas compte que la façade est initialement une façade bois. On a un revêtement extérieur qui est ce qu'il est, on a un doublage intérieur qui est ce qu'il est, et finalement on ne révèle pas le bois. Et là c'est vraiment le parti que nous avons pris dès le départ, qui est un vrai pari, c'est de se dire on tiendra ce CLT parce qu'on veut le montrer. Et pour ce faire, il a fallu passer par des études sur l'hygrothermie de la paroi qui ont été des études très précises au moyen d'outils numériques. On a quantifié les gradients de température et les gradients hygroscopiques à travers la paroi pour voir si finalement on avait des phénomènes de condensation dont la paroi était le siège. Et donc tout le travail a été ensuite de travailler sur le facteur de diffusion, le SD, du pare-pluie extérieur de la façade ossature bois, de travailler sur les épaisseurs d'isolant, de travailler sur l'épaisseur de CLT pour obtenir un fonctionnement hygroscopique global de la paroi qui soit satisfaisant et qui fasse qu'il n'y ait pas de condensation. En termes d'étanchéité, on a obtenu une façade extrêmement étanche et je crois que le critère principal de l'étanchéité, hors le fait qu'on qualifie souvent les étanchéités à l'air, c'est le fait que phoniquement on n'est pas de pont phonique et surtout de fuite phonique. Et ça, le résultat en intérieur de plateau est vraiment assez bluffant. On a travaillé avec plusieurs barrières d'étanchéité. Donc, premièrement, une étanchéité extérieure qui est réalisée par un pare-pluie qui a été ensuite couturé à la façade ossature bois par des serre-joints donc qui donne une première barrière extérieure. Et puis ensuite, on a travaillé sur des découpes à l'intérieur des panneaux préfabriqués de CLT qui ont permis de loger les joints comprimables et de travailler ensuite par compression et emboîtement de joints, ce qui fait qu'on a, in fine, une étanchéité globale du bâtiment qui est extrêmement satisfaisante. Vous dire ensuite que les menuiseries sont elles-mêmes des menuiseries bois, donc tout bois. Sachant que sur la façade d'arrière dont parlait Steven tout à l'heure, là par contre on était sur des menuiseries mixtes bois-aluminium. Là on a tout traité en bois et le résultat est extrêmement satisfaisant. On a une transmission thermique d'ensemble de la paroi qui est bien meilleure que celle qu'on aurait sur un mur rideau aluminium. On est aux alentours d'un U équivalent UCW de 0,9, là où sur un mur rideau aluminium on serait entre 1,2 et 1,4 environ. Et puis cette notion de confort avec cette paroi visible bois visible de l'intérieur. Merci beaucoup. Est-ce que la salle... Bonjour, une petite question très bête. Dans ce cas de figure, comment se passe l'entretien entre la première peau et la deuxième peau? Alors c'est toute la question. Quand on ventile. Dans le cas d'une close cavity façade, finalement, on enferme l'occultation solaire et on fait en sorte qu'il n'y ait jamais aucun entretien, aucun nettoyage à réaliser. Dans le cas d'une façade qui est fortement ventilée comme celle-ci, surtout lorsqu'elle donne sur le périphérique, on a fait en sorte de rendre le nettoyage possible. Et en fait, donc, on a travaillé dès l'amont du projet, premièrement sur des maquettes 3D pour regarder la cinématique, enfin c'est la cinématique humaine, donc de passage de main, passage de bras, donc par ouverture des ouvrants, vous avez en fait un ouvrant sur le châssis vitré de la peau intérieure qui ouvre pour réaliser les opérations de maintenance. Et on a étudié avec Steven les passages de main et la cinématique pour nettoyer à la fois la face intérieure de l'écaille extérieure et également la face extérieure du châssis isolant intérieur. Voilà. Pour la façade bois, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de lattes de bois.
Oui. Du clin ou je ne sais quoi, enfin j'ai mal vu, mais et comment l'entretenir? Parce que là, au bout de 2-3 ans, on voit plus le bois, on voit que du noir. Le bois qu'on a choisi de Douglas est pré-vieilli. C'est un traitement autoclave avec un pré-vieillissement. Donc normalement, ce que disent les commercialisateurs, ça va rester stable. Donc l'aspect, et c'est ce qu'on constate maintenant, quelques années après la mise en œuvre, il n'y a pas de noircissement de la façade dû aux intempéries d'exposition. Je parlais du noircissement par le biais des poussières. Ben, normalement, avec l'ergonométrie qu'Emmanuel a évoquée, si on arrive à entretenir ou dépoussiérer la face 2 de la deuxième peau, on arrive aussi à dépoussiérer la vêture à l'intérieur. C'est dans le même vide, donc a priori accessible par les deux. Sachant que ce type de parement, paradoxalement ou pas, on l'a aussi choisi. Il y avait évidemment un choix esthétique, une volonté aussi du client final, mais il présente aussi un avantage, c'est qu'en termes d'adéquation au corpus réglementaire bois, il est finalement le parement qui nécessite le moins de justification dans le cadre de ce corpus réglementaire, c'est-à-dire le DTU 31.2 et le futur DTU 31.4. Donc c'est aussi un des critères importants, c'est que techniquement, c'est un parement qui est complètement validé vis-à-vis des justifications qu'on a opérées, sachant que la façade a été conduite et a nécessité une appréciation technique d'expérimentation. Mais l'idée, c'était de limiter les facteurs de risque de cette appréciation. Et donc, voilà, le choix de ce type de parement contribuait. On a eu un changement de norme, je pense, pendant le chantier. Donc, on était parti avec une vêture métallique, mais sans recouvrement. Je pense que c'était l'IT 249 qui a changé en cours de route, qui nous a imposé une vêture à recouvrement. Et donc, c'était à ce moment-là où on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on met? On a changé de matériau. Donc, on a mis du bois, donc, à la demande du locataire, de l'utilisateur. Vous aurez aussi noté que donc, à chaque niveau de plancher, côté extérieur, on a un recoupement de la double peau, ou du moins un recoupement entre modules de double peau pour éviter l'effet de cheminée sur la verticalité de l'ouvrage. Alors normalement, les textes commandent que ce recoupement soit effectué tous les 2 niveaux en double peau. Mais là, on a eu un dialogue très étroit avec les services instructeurs de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et c'est vrai que pour cet immeuble qui a un peu vocation de démonstrateur, en plus il n'est pas loin, pas loin des services instructeurs, on est parti sur ce principe sécuritaire. Du coup, moi, j'allais vous poser la question du recoupement de la lame d'air verticale, justement. Bon, vous avez répondu, c'est parfait. Mais du coup, l'autre question qui était un peu associée, c'était la question de l'interaction au niveau de la ventilation entre la lame d'air éventuelle et l'intérieur, ce que j'ai pas forcément compris. Et aussi, du coup, du fait que la lame d'air soit recoupée et parfaitement étanche vis-à-vis de l'extérieur, au niveau des questions estivales, s'il y a des systèmes de bypass ou pas, ou si en fait elle est parfaitement étanche et puis c'est tout. Non, elle est vraiment très ventilée par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, on a ménagé à chaque recoupement par la bavette qui fait recoupement justement de l'effet de fumée cheminée verticale. On a ménagé en fait un interstice en périphérie de l'écaille qui permet la surventilation. Donc de manière passive, on est surventilé. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que finalement on ne maximise pas l'effet tampon comme on l'aurait sur une close cavity, puisque notamment dans une situation hivernale, on n'a pas l'effet complémentaire que ça donne sur l'amélioration de la transmission thermique. En revanche, on n'a pas les effets d'inconfort en situation en saison estivale. On est vraiment dans le cas d'une double peau ventilée avec le climat intérieur de la double peau qui est un peu le climat extérieur. Exactement. Il faut plus voir cette peau comme une vêture extérieure qui forme protection et qui est un élément de protection que comme une peau constituée telle qu'on l'a dans un bloc de double peau classique. Oui, de mémoire, la simulation de la température à l'intérieur de double peau montait à 70 degrés. Donc on s'est dit quand même, voilà, l'option ventilée nous semblait plus biomimétique d'une certaine manière, plutôt que d'encapsuler autant de calories, surtout en période de chaud. Alors sachant que ce qui a participé à ce choix, c'est aussi qu'on a 2 façades principales qui sont typiquement orientées sud-est et sud-ouest. Donc en termes d'insolation, c'est du plein pot.
Là, la bretelle d'accès au périphérique que vous avez ici est sud-est et le retour sur l'avenue d'Ivry est sud-ouest. Du coup, enfin, c'est marrant parce que je suis allé beaucoup dans ce bâtiment dernièrement parce qu'il y a la ville de Paris qui a ses bureaux et c'est vrai que c'est très agréable. On fait des réunions et on s'y sent très très bien. Donc bravo. Ouf. Merci. Merci beaucoup. Apparemment, il y a des bruits quand les dalles de CLT bougent. Ouais. Mais, c'est quand même, oui, c'est très vivant le bâtiment. Alors moi j'ai une question, je voulais savoir en quoi le bois, le choix de faire une structure primaire en bois a influencé tout le dimensionnement et le dispositif de cette double peau. Qu'est-ce que ça aurait changé si vous aviez été dans un système béton classique ou quelle est l'incidence de ce choix-là? Alors, ce choix, il a permis de travailler sur des systèmes modulaires qui sont des systèmes même à quadruple trame type de bureau, puisque on est sur 4 fois 1,35. En fait, le module primaire de la façade est un module à 2,70 m de large. Et en fait, on monte des panneaux préfabriqués qui sont des panneaux préfabriqués à double trame, donc 2 fois 2,70, ce qui fait 5,40. En termes de façage de chantier, c'est un chantier qui s'est monté extrêmement rapidement de ce fait, et donc on a eu un gain sur la durée du chantier induit absolument colossal, puisque on levait chaque panneau de 5,40 m à la grue. Il était posé avec un rythme de pose de facilement une bonne dizaine de panneaux à la journée, et on était de ce fait directement hors d'eau, hors d'air, avec possibilité d'enchaîner les tâches à l'intérieur des plateaux, de finition à l'intérieur des plateaux, et puis de fluide. Donc le bois, hors le fait qu'il y avait une vraie volonté tel que Steven l'a exprimé tout à l'heure, le bois avait techniquement une vraie fonction dans le temps de chantier, dans le fait qu'on était sur un chantier beaucoup plus sec, donc pas de béton comme on l'a classiquement. Et puis autre effet induit, on a une paroi qui en termes d'épaisseur est moins épaisse qu'une paroi classique pour avoir le même niveau d'isolation thermique. Et on a aussi une gestion des ponts thermiques. À partir du moment où les encadrements sont des encadrements à faible transmission thermique, c'est du bois. On a donc des ponts thermiques qui sont minimisés de ce fait. Donc il y a vraiment une adéquation entre une rapidité de chantier et puis une transmission thermique globale qui est optimisée. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Merci beaucoup. Merci.